Joël, est-ce qu'il existe des preuves scientifiques sur la thérapie de Tomatis? Ça, c'est une question importante et qu'il faut développer. Bien sûr qu'il existe des preuves scientifiques, mais ces preuves scientifiques, il y en a depuis longtemps. Mais maintenant, avec l'approche de la thérapie de Tomatis telle qu'elle est effectuée ici, il y a des preuves scientifiques avec le travail que Joseph Vervoort et son équipe mènent dans des écoles en Allemagne, déjà sur les enfants, mais également sur des preuves neurologiques, sur des résultats de modification, d'amélioration, plus exactement, au niveau des cerveaux endommagés. Mais là, moi, je ne peux pas répondre. Je sais que ça existe, mais je ne détiens pas les preuves scientifiques. Et là, ce sera à Joseph Vervoort de répondre et de vous montrer, de vous expliquer les preuves scientifiques, comment elles sont établies, les recherches qui sont en cours et les projets que nous avons. Ça, c'est lui qui pourra le dire. Bon, tout d'abord, on peut dire que dans le temps, à Montréal et à Ottawa, à Toronto, on a fait donc beaucoup de recherches. C'était dans les années fin 70, 80, sous la direction du professeur Tomatis et de Tim Gilmore. Tim Gilmore a réalisé une méta-analyse dans laquelle on peut donc trouver plusieurs preuves scientifiques et des résultats avec la méthode. Nous autres, on a travaillé énormément dans les écoles maternelles, et dans les écoles maternelles, on peut bien constater qu'il y a beaucoup de résultats très positifs quand on pense seulement, par exemple, à l'école de Genk. C'est une grande ville industrielle ici un peu plus loin. Là, on travaille déjà pendant 6 ans dans l'école maternelle avec les enfants de 4 ans et de 5 ans. Et on est toujours stupéfait des résultats que les enfants qui sont là, absolument pas de notre pays, ils ne parlent pas notre langue, excepté quelques-uns, mais ils sont vraiment des immigrés du Maroc et de la Turquie. Et même ces enfants font beaucoup de progrès avec la méthode, mais c'est comme Joël a dit que si on peut travailler avec les enfants très tôt au début de leur vie avec la méthode, ça c'est naturellement très avantageux pour toute la vie. Là, on a constaté avec des résultats mesurés par l'école même et par l'équipe qui accompagne l'école que les résultats, par exemple en mathématiques, sont stupéfaits, et quand on les compare avec les résultats d'une autre école maternelle, mais homogène, flamand, donc notre langue de ce pays, on peut dire que les résultats de eux est au moins si bien que des écoles flamandes. Quand on pense plus scientifique et bien mesuré, bien constaté, on fait ici dans le centre les brain mapping, ce sont des quantum EEG. On va mesurer donc les ondes corticales et on va les mettre en couleur. Ça, on appelle un brain mapping. C'est comme une carte de géographie du fonctionnement du cerveau. Et là, on a constaté un progrès énorme à cause du traitement avec la thérapie de Tomatis. Certainement aussi dans les potentiels évoqués qu'on va mesurer en même temps. Ça veut dire on va regarder la vitesse de réaction sur les messages sonores et les messages visuels. Là, certainement, on a constaté de bons progrès et des progrès significatifs. Ça s'est résumé dans un article qui est apparu dans le Journal of Neurotherapy en Amérique en 2008. Et ça nous montre certainement le plus scientifique comment que la thérapie peut améliorer donc vraiment l'intégration corticale. Une étude qui est en train de cours, c'est donc le traitement avec les acteurs et actrices, des chanteurs et des chanteuses à l'université de Cologne,
de Rome. Là, Carmela Stilitano est en train d'évaluer les résultats. Elle a déjà fait une étude avec une femme, Mariana, de Brésil, qui, dans l'étude, montre très bien que on a produit un grand progrès dans les formants 2 et 3 qui sont les plus importants pour la langue, pour le chant, pour le contrôle de voix, pour surtout la couleur dans le son. Maintenant, ils sont en train de réaliser aussi, dans une clinique de Rome, une étude scientifique avec Carmela Stilitano de nouveau, avec les acouphènes. Ce qu'on doit ajouter certainement, c'est aussi qu'il y a une approche formidable de l'université de Frankfurt-Oder. Cette université se trouve sur le bord de la Pologne, et là, on a choisi la méthode de Tomatis dans les écoles pour avoir une étude scientifique. Ça se passe dans 2 écoles. Une école tout à fait normale, comme toutes les écoles primaires. Une école avec des enfants qui ont un comportement absolument pas acceptable. Et un troisième élément est donc qu'on travaille dans une école maternelle. En Allemagne, on appelle ça Kita, parce que les écoles maternelles en Allemagne n'ont pas du tout la même structure qu'en France et en Belgique. Mais là, tous les enfants sont ensemble, se trouvent dans les mêmes places, les mêmes locales que les autres entre 0 et 6 ans. Là, une étude est en train de se réaliser. Comment se situe dans le monde d'aujourd'hui la thérapie de Tomatis? N'est-elle pas dépassée? Je réfléchis avant de répondre parce que c'est une grosse question encore. Dépassée. Certains disent en France, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit un jour, c'était un professeur de médecine qui m'a dit, ça existe encore? Comme si c'était obsolète. Je pense que ce qui change et ce qui doit changer dans le monde d'aujourd'hui, c'est nos comportements par rapport aux comportements qui évoluent. On parle d'audiopsychophonologie évolutive, mais la thérapie de Tomatis n'est pas dépassée du tout. Elle s'est adaptée et elle convient d'autant plus aujourd'hui aux gens qui sont en souffrance psychologique, aux enfants qui sont en difficulté et en échec. La population des enfants a complètement changé depuis plus de 20 ans. Nous sommes dans une époque du numérique, des images, du visuel. La créativité des enfants n'est plus celle d'il y a 20 ans. Ils vivent dans un environnement, quand vous dites à un enfant, maintenant, vous lui parlez d'un magnétophone, il vous regarde, il dit, qu'est-ce que dit cet homme? Je ne connais pas. Les comportements ont changé, les pathologies ont changé, les hyperactifs, ou les enfants qui étaient toujours hyper kinésiques et sont devenus des hyperactifs, les troubles de l'attention sont de plus en plus importants, et tout ça est lié à une vie sociale qui change, à un monde qui évolue, et le fait que maintenant la communication est réduite aux images. Donc, le cerveau est un outil extraordinaire, un outil qui est toujours le même, on fait des découvertes, mais qui s'adapte au bon et qui s'adapte au mauvais. Donc, il est vrai que la déprivation sensorielle aujourd'hui est très importante. Regardez autour de vous, dans les métros, dans les tramways, dans les trains, tous les gens, jeunes ou moins jeunes, qui ont des baladeurs sur les oreilles, des écouteurs. Maintenant, ils ont des jolis casques bleus, rouges, roses, etc. Mais, dès qu'ils s'asseyent devant vous, à côté de vous, ils mettent le casque et ils vont sur leur iPhone, sur leur iPod, sur leur MP3, etc. Tout cela entraîne des déprivations sensorielles, car il ne faut pas oublier que l'oreille, grâce à Tomatis, grâce à ses recherches,
Cet homme a été un inventeur extraordinairement génial, il ne faut pas l'oublier. A prouvé que l'oreille était la dynamo du cerveau. Eh bien, leur oreille fonctionne au ralenti. Donc, la thérapie n'est absolument pas dépassée, elle s'adapte, elle évolue, elle utilise des outils nouveaux, des moyens différents, des programmes de stimulation adaptés et différents. Il n'est pas concevable aujourd'hui de penser que dans la thérapie d'automatisme, on fonctionne comme il y a 30 ans. C'est impensable. Du moins, ça me regarde, c'est ce que je pense. Mais je pense que mon ami Joseph a la même opinion que moi dans ce domaine. Donc, dire que c'est dépassé, c'est faux. C'est au contraire très utile et indispensable au jour d'aujourd'hui. J'espère qu'on arrivera à faire des dépistages d'écoute, de problèmes d'écoute dès les écoles, très tôt. Donc, au contraire, elle est dans un monde où les gens... Questionnez les gens aujourd'hui quand ils vont dans un cinéma, ils disent tous, c'est très fort le son. Le son est très fort. On plonge les gens dans des univers virtuels. Les jeux vidéo, il ne faut pas être contre les jeux vidéo. Il faut gérer, il faut apprendre aux parents à encadrer leurs enfants qui jouent avec des jeux vidéo. Si les jeux vidéo avaient existé quand j'étais jeune, j'aurais certainement joué. Moi, j'étais un fan du flipper. Je jouais au flipper, au baby-foot. Et dans les flippers, on les avait pas à domicile. Il fallait aller dans des endroits où il y avait des flippers. Donc, c'est pas un problème, le jeu vidéo. Ce qui est dangereux, c'est la quantité. Quand vous avez des enfants qui jouent des heures et des heures, des demi-journées entières, voire des journées aux jeux vidéo, là, c'est dangereux. Ce qui est autrement dangereux, c'est que les parents ne regardent pas si c'est interdit aux moins de 12 ans, interdit aux moins de 16 ans, interdit aux moins de 18 ans. Il y a donc tout un travail que les parents doivent faire dans le monde d'aujourd'hui. Mais maintenant, il est absolument aberrant ou impensable d'avoir un baladeur sur les oreilles 4 heures par jour, etc., etc. Il faut éduquer, il faut construire, et il faut penser que nous avons beaucoup de choses à faire encore avec la thérapie automatisme dans le monde d'aujourd'hui, et c'est passionnant, c'est passionnant. Nous sommes à l'époque des trains à grande vitesse, plus des locomotives. Voilà. Quelle autre prise en charge peut être utile avec la thérapie d'automatisme? Alors, je crois que la thérapie d'automatisme, c'est une thérapie pour moi à part entière, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir dans des domaines vastes, elle peut suffire, c'est-à-dire être complète. Pour moi, ce n'est pas une technique au service de, parce que ça serait réduire le concept de la thérapie automatisme. Mais elle peut intervenir où, par exemple, tout va dépendre du problème que vous avez à traiter. C'est-à-dire que si vous avez un problème de langage, vous allez mettre en place les circuits de contrôle du langage, vous allez réactiver le désir de parler, et peut-être que vous aurez besoin, en France, des orthophonistes. Chez vous, c'est les logopèdes en Belgique, en Allemagne. Mais elle ne peut pas se réduire à dire la thérapie d'automatisme fait tout. On peut avoir besoin de l'orthophoniste, c'est-à-dire que les séances de rééducation orthophonique permettront d'aller plus vite. Mais on ne peut pas faire un peu de thérapie automatisme comme on irait faire une séance d'une demi-heure de relaxation et après une autre séance de quelque chose. Ce n'est pas un outil au service des orthophonistes, au service des ostéopathes, au service des relaxologues, au service... C'est une thérapie complète qui peut se servir dans certaines situations du thérapeute qui est concerné dans l'approche. Un kinésithérapeute ou un physiologue peut intervenir dans des problèmes de rééducation psychomoteur, etc. Mais, par exemple, ici, à Saint-Truden, existe déjà le Giger, qui est un appareil d'entraînement au niveau des jambes, au niveau des bras. Et puis récemment, j'ai eu le plaisir de voir un cheval, mais pas un vrai cheval quand même, un cheval électronique, c'est-à-dire qu'il y a une selle, on monte sur cette selle, on règle son poids et on va régler la vitesse de travail. Et ce travail est très intéressant puisqu'il agit par voie de stimulation sur les mouvements du bassin. Et ça, ne jamais oublier que la thérapie d'automatisme, c'est la thérapie du vestibule. Donc, si vous agissez sur le vestibule,
vous pouvez avoir une rééducation qui va plus vite. Et peut-être que le physiologue, le kinésithérapeute verra des résultats se mettre en place. Mais je pense que ça vient après, pour moi, un gros travail de thérapie tomatis. Parce que le logiciel, si on parle de logiciel, le computer, c'est l'oreille et le cerveau. Et si vous faites des thérapies de rééducation du langage, des thérapies sur le corps, des thérapies psy, etc., ou d'autres thérapies, sans savoir comment l'intégration est possible, je pense qu'on fait une erreur. Donc, Tomatis disait que la première pédagogie dans le temps, c'était de savoir écouter. Et je crois que c'est ça. Et ce que tous les thérapeutes n'ont pas compris, c'est qu'ils pensent qu'on va prendre leur place, qu'on va tout faire à leur place, pas du tout. Je pense qu'une unité Tomatis, si elle est bien construite, si elle est bien faite, elle n'a pas besoin pour survivre de faire en plus de la psychothérapie, en plus de la kinésithérapie, en plus de ceci. C'est ça. Mais c'est pas une attaque contre ces gens-là, loin de là. C'est de bien expliquer comment on va construire un puzzle, comment on va faire une maison. Sur une maison, vous faites des fondations. Vous faites des fondations sur du béton, et après vous montez les étages. Ben, je crois que notre travail, c'est ça. Nous sommes des bâtisseurs, nous allons faire une maison, nous allons faire les fondations, on va monter les étages, et après on va introduire dans les pièces les structures dont on a besoin pour aller plus vite. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre. La grosse erreur, c'est de faire des années de logopédie sans savoir comment l'intégration se fait. Des années de psychomotricité sans savoir comment l'intégration audio, neurologique est en place. De faire pendant des années des psychothérapies ou du travail pédagogique sans savoir comment l'intégration se passe dans le cerveau de l'enfant ou de l'adulte. Si les choses sont claires, je ne pense pas qu'on prenne la place de quelque chose, mais chacun doit être à sa place. Voilà comment je pourrais expliquer les interventions complémentaires ou supplémentaires. Mais quelquefois, c'est pas nécessaire.